Bonjour, alors il est 16h27, 15h27 à Dublin et je suis donc 3 minutes en avance. Je vais attendre. Bonjour, il est 15h, 15h, 16h27 ici en Espagne, mais je pense que chez vous à Dublin il est 17h28 et je m'en vais à partir de 17h30 vous lire le prologue et le début du premier chapitre de mon dernier roman paru, je peux me passer de l'aube, qui raconte l'histoire de... euh, oui, alors qui raconte, pardon, hein, je suis en train d'improviser largement, euh, qui raconte l'histoire de Khelin Alcala Yak, qui est le jumeau littéraire de mon père Vicente Alonso Duc, qui fut un engagé volontaire pendant la guerre d'Espagne à partir de 1938, la guerre ayant débuté en 1936. Et ce que je vais vous lire, il se trouve dans un camp de concentration français, au-delà de la frontière. Et, et maintenant, il est 16h29, donc j'attends 16h30 et je commence. J'espère que j'ai bien tout compris, c'est pas sûr du tout, hein. Euh, donc, il n'y a personne. Donc j'y vais. Euh, que saurions-nous de la Deuxième Guerre mondiale si les nazis l'avaient gagnée? Que saurions-nous du ghetto de Varsovie, des enfants d'Isieux, de la rafle du Veldiv? Que saurions-nous des débarquements alliés, des sabotages ferroviaires, du parachutiste largué la nuit au-dessus d'un village inconnu, de la porteuse de courrier parcourant les chemins vicinaux à bicyclette, un message plaqué entre sa gaine et sa peau? Que saurions-nous de celles et ceux qui ouvrirent leurs portes, cachèrent les persécutés au risque de leur vie? Que saurions-nous de l'héroïsme de tous ces résistants, de tous ces combattants? Rien. Si les nazis avaient gagné, on roulerait sur des boulevards Adolf Hitler, on marcherait sur des avenues Göring, on se baladerait dans des parcs Goebbels, on jouerait au foot dans des stades Himmler. Les avions atterriraient à l'aéroport Maréchal Pétain, à Roissy. Il y aurait dans le 7e arrondissement une place de la collaboration et une multitude de voies publiques s'appelleraient Doriot, Laval ou Déa. On célébrerait la division Charlemagne. On lirait sur les édifices publics, gravés à leur fin dans le marbre, la devise de l'État français: travail, famille, patrie. Céline et Brasillac auraient fini académiciens. La contraception serait interdite et l'avortement passible de la peine de mort. Après la victoire des Alliés, on jugea à Nuremberg les crimes nazis et l'Allemagne fut épurée des plus voyants de ses dignitaires. Après avoir fusillé Mussolini, l'avoir pendu par les pieds et exhibé afin que nul n'en ignore, l'Italie confia son destin aux démocrates chrétiens. En France, De Gaulle construisit le mythe de la résistance qui allait permettre au pays de se remettre de l'humiliation collective infligée par l'occupation. On jugeait les collaborateurs avec une rigueur variable, mais le message était là. Il y avait eu le camp du droit et celui de la barbarie, ce qui ne signifie en rien que les Alliés étaient tous des saints et les collabos des assassins. De multiples exactions et gestes répréhensibles furent commis par des résistants, de la première ou de la dernière heure. On tondit des femmes, on lyncha des trafiquants sans autre forme de procès. Et ce ne sont pas les nazis qui vitrifièrent la population civile d'Hiroshima. Les bons, sinon les gentils, avaient gagné. Mais en Espagne, ce sont les mauvais qui ont gagné. Que sait-on aujourd'hui de l'après-guerre en Espagne? Sait-on sur quelle trame de désespoir et de peur se tissa la vie des Espagnols dans les années 40? Que sait-on des crimes, des tortures sur les femmes, les hommes et les enfants? Que sait-on des instituteurs poussés contre un mur et fusillés comme ça pour le simple fait d'être instituteurs, donc forcément rojos? Que sait-on du vol des enfants républicains au bénéfice des familles franquistes? Que sait-on des travaux forcés dans les orphelinats, des milliers de morts de faim, d'épuisement, de misère? Dans les manuels scolaires des petits Espagnols d'aujourd'hui, on mentionne que García Lorca mourut en Andalousie pendant la guerre. Ce n'est pas faux, juste incomplet. Un soir d'août 1936, les fachas le sortent de chez lui, l'embarquent et l'achèvent sans autre cérémonie un peu plus tard sur le bord d'une route.
Il est mort, assassiné par les franquistes et repose depuis dans une de ces fosses communes jamais ouvertes qui déshonorent l'Europe entière. Seul le Cambodge de Pol Pot compte plus de fosses communes que l'Espagne de Franco. On mentionne aussi qu'Antonio Machado, un des plus grands poètes espagnols, mourut en France. C'est exact. Mais on s'abstient de préciser qu'il mourut de désespoir et de tristesse à Collioure, 3 jours après avoir franchi les Pyrénées, en pleine retirada. La retirada. Ce mot n'évoque plus rien. Les jeunes ne sauront rien de ces barbaridades ni de toutes les autres, innombrables. On leur dit que la guerre est un gros malheur et qu'il y eut des victimes des deux côtés. Imagine-t-on de tels propos au sujet de la Seconde Guerre mondiale ? Il y eut des victimes des deux côtés, certes, c'est le principe même de la guerre. Pour autant, renvoie-t-on dos à dos nazis et alliés ? Mettons au même niveau les valeurs de l'un et de l'autre camp ? Personne n'oserait, parce que ça serait faux, et parce que les alliés ont gagné. Mais concernant l'Espagne, c'est pourtant ce qu'on continue à faire pour les franquistes et les républicains, dans l'indifférence générale. Les grands cimetières sous la lune reposent désormais sous un épais manteau de silence et d'indifférence, la pire des tombes. Tant d'années ont passé. Moi qui étais toujours le plus jeune partout, me voici nonagénaire. Maintenant que l'âge réduit peu à peu ma mobilité, que le simple fait d'aller acheter le journal me fatigue pour la journée, je renoue chaque jour un peu plus avec mes habitudes d'enfance, il y a si longtemps, à Madrid. Me planter sur le balcon et observer le monde. Mon balcon actuel, le dernier selon toute vraisemblance, fait le tour de mon appartement. Il forme un angle droit pointant plein sud, vers l'Espagne. Si de cette pointe je décochais une flèche, elle finirait par atteindre, bien au-delà de mon regard, butant sur le mont Valérien et ses paisibles cimetières farcis de jeunes qui eurent moins de chance que moi, mon pays natal. Cette idée me plaît. De la cuisine à l'est jusqu'au bureau à l'ouest, le panorama est si vaste que quand un arc-en-ciel s'y aventure, je le vois en entier. Le matin, je bois mon café très chaud et très sucré en regardant le soleil pointer ses premiers rayons derrière les murs de la Défense. Et le soir, j'en observe les flamboiements ultimes du côté de Saint-Germain-en-Laye, alors que mes narines expulsent les volutes de ma dernière cigarette de la journée. Figure de proue d'un navire perché au 5e, je pose les yeux sur un océan de villas, de tours, de forêts, irrigués par les boucles de la Seine, les rails du RER, les voies express. Dans cet univers en perpétuelle régénération, pas une grue ne se monte sans que j'en prenne note. Le ciel, celui de la vie éternelle, je n'y crois pas. Mais le vrai, j'y habite. Je suis en prise sur l'infini. Il faut bien que je m'habitue. Sous des nuées que n'aurait pas renié Monet, Giverny n'est qu'à 70 km, un jet de pierre vu d'en haut, j'ai tout loisir de laisser vagabonder mes pensées qui reviennent, comme une obsession, vers ces années où tout fut possible et où tout s'écroula. Ces années où chaque jour fut une bataille et simplement survivre une victoire. Comment aurions-nous pu deviner ? Comment aurions-nous pu prévoir ? Il aurait fallu penser et se comporter comme eux, savoir haïr, ignorer l'empathie, faire souffrir et y prendre plaisir, considérer que le confort de quelques-uns vaut d'anéantir la vie de beaucoup d'autres, que les prétendues valeurs dont se réclament l'armée et l'Église peuvent et même doivent être imposées par la force, que la racaille ne mérite de vivre que pour se rendre utile à l'ordre nouveau, que la démocratie est une insulte et l'athéisme un péché mortel, que le rouge n'est pas une couleur mais une maladie mentale, que Dieu est toujours du même côté et qu'en son nom, on peut tout se permettre. Le communiqué signé par Franco le 1er avril 1939 à Burgos stipulait « La guerra ha terminado », la guerre est terminée. On pouvait en déduire que la guerre était finie, mais elle allait continuer sans répit, sans trêve et sans pitié pendant plus de 30 ans. La dernière exécution par garrote-vil d'un prisonnier politique, Salvador Puig Antich, âgé de 25 ans, aurait lieu le 2 mars 1974. Si nous avions pu concevoir un tel avenir, aurions-nous résisté au désespoir ? Le ciel, si vaste soit-il, n'a pas la réponse. Voilà le premier chapitre. Nous voilà regroupés dans la partie du camp réservée à ceux qui ont décidé de retourner en Espagne, un pavillon vite appelé Campo de Franco. Nous sommes los que vuelven, ceux qui rentrent. L'ambiance ici est différente, nettement plus militaire, déjà sous influence franquiste, un avant-goût en quelque sorte. On nous fait marcher au pas, mettre en formation, au garde-à-vous, et ce qu'on nous donne à manger est un peu moins calamiteux. De manière évidente, la direction du camp cherche à encourager les retours. Je garde mes remarques pour moi,
Mes compagnons ont l'air de braves types, mais au cas où, je fais attention à ce que je dis. La proximité du départ met les nerfs à vif. Une tension à fleur de peau, une inquiétude flotte dans l'air. Avant, on attendait dans le flou. Ici, on anticipe un moment précis, celui où nos pieds fouleront de nouveau le sol espagnol et signeront la fin de la funeste parenthèse. Ce 1er juillet 1939 au matin, nous sommes une trentaine à monter dans le camion bâché qui nous conduit à la frontière. Les gendarmes, que je ne suis pas mécontent de perdre de vue, nous remettent aux gardes civils dont on ne peut pas dire que je sois ravi de les retrouver. Menton proéminent et regard opaque, les vernis du tricorne nous confient ensuite à des morts. Ils nous font monter dans un autre camion, découvert celui-ci, et nous escortent jusqu'à la gare de Figueras. Je me contente de suivre le mouvement, je ne fais plus attention à personne. Je tends mon visage vers le soleil, qui brille comme en juillet, certes, mais surtout comme en Espagne. Il me chauffe de ses rayons enfin ibériques et ça change tout. Je suis toujours aussi prisonnier, mais l'air qui entre dans mes poumons est espagnol et je le respire comme un parfum, d'abord par les narines puis par la bouche grande ouverte. Je veux qu'il me traverse de part en part. Quand je saute du camion, mes talons frappent le sol comme au théâtre les 3 coups. Je reviens sur scène, je revis. Je m'attendais à une forte émotion, mais je m'étonne de son intensité. Je me sens ivre de ce soleil qui me chauffe la figure, de cet air qui me rend quelque chose qu'on m'avait pris, de cette terre que mes pieds reconnaissent. Entre la chaleur qui monte du sol et celle qui vibre dans l'air, je m'abandonne à une joie que rien dans mon attitude ne laisse deviner. Mon pays reprend possession de moi. Je suis espagnole. C'est une sensation physique. Je renais. Voilà. Eh bien, merci d'avoir été attentif à cette présentation et à la prochaine fois.